Aujourd'hui, je suis en interview en live avec Nastasia de Travel Stories. Ouais. Valise Stories. Valise Stories, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Il y a trop de blogs, t'inquiète pas, tout va bien. Il y a trop de blogs, on sait plus qui s'appelle quoi. On sait plus qui s'appelle quoi, donc c'est bon, je te reprends nickel. Donc là, t'es à Paris, tu m'as dit, dans ton appartement? Oui. Bah, l'appartement d'une copine, en l'occurrence, j'ai pas encore chez moi à Paris. Ok. Moi, je suis en live. De SDF. Moi, je suis en live de Montréal, donc chez moi, il est midi, chez toi, il est 18h. C'est ça. Et donc là, le but de ce live, c'est de parler un petit peu de te présenter, de voir un petit peu ce que tu fais, et puis parler de nos expériences de nomades, comment est-ce qu'on peut aider les gens à devenir nomades ou à voyager mieux, donc plus longtemps, moins cher, etc. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à tout le monde? Alors ouais, bah écoute, donc moi je m'appelle Nastasia, j'ai 31 ans. Voilà, bah dans le profil, on va dire maintenant depuis 5 ans, voyageuse. Nomade digital depuis à peu près 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Okay. Et enfin, on va dire freelance et du coup nomade digital suite au fait de devenir freelance, de travailler à mon compte et de n'avoir qu'un ordinateur pour bureau. Et donc oui, j'ai un blog qui s'appelle Valise Stories aussi depuis bientôt 4 ans maintenant, aussi comme toi, je crois. Okay, et ouais. Voilà, pour partager mes expériences et mes aventures de voyage, pour les grandes lignes, on va dire. Ok. Et puis je disais ta bio sur ton blog qui disait qu'il y a 4 ans, t'avais commencé à créer quelque chose pour réaliser tes rêves, de voyager plus, etc. Ouais, bah en fait peut-être certains se reconnaîtront, mais moi personnellement il y a donc 5 ans maintenant, juste avant que je parte voyager, je faisais partie, comme de nombreuses personnes, de ces profils typiques école de commerce, on va dire, parce que j'ai fait une licence de com. Voilà, j'ai fait une licence de com et après j'ai fait école de commerce et j'ai commencé à bosser en marketing dans des grosses boîtes. Et puis, bah, j'aimais bien ce que je faisais, mais au final, au bout de 4 ans, ça n'a pas été très long, j'ai eu une espèce de montée d'insatisfaction. Tu vois, c'est ce que je dis toujours. Moi, je faisais pas partie de ces profils genre profondément malheureux ou qui ont eu un énorme choc dans leur vie et qui se sont dit rien ne va, je fais table rase et je me casse. Moi, c'était beaucoup plus pernicieux que ça. Ça a été progressif où tu sais, j'étais dans une petite vie bien rangée. Voilà, mon CD en marketing, j'avais un appart, je partageais ma vie avec un garçon, tout ça. Genre tout est sur les rails. Et en fait, il y a un moment, tu te dis, putain, ok, bah, y a tout pour être heureux. Et en fait, quand tu te poses la question, t'es pas genre super épanoui. Et tu te dis, ok, j'ai 25 ans et ça va durer encore comme ça 40 ans et je me fais déjà chier. Alors, moi, je dis les choses, hein. Et là, tu te dis, ok, ça va être très long. Et en fait, voilà, c'est une espèce de prise de distance comme ça avec le modèle qu'on t'enseigne et qu'on t'inculque et dans lequel on t'éduque et où tu te dis, bah en fait, je m'y retrouve pas. Et j'ai décidé de commencer à, on va dire, casser les blocs un par un. Au début, ça a été une rupture. Après, ça a été mon travail et finalement, je suis partie voyager. Et voilà. Ok. Ouais, bah, je pense que c'est une histoire assez classique. Moi, c'était plus ou moins la même chose aussi. Tu sais, tu fais tout ce qu'il faut. Et au final, après, t'es pas complètement comblé et tu essaies de voir pourquoi. Ouais. Et j'ai l'impression que tu as commencé aussi ton blog pendant cette période-là. En fait, ouais, j'ai commencé mon blog, mais à la base, c'était pas le même que celui que j'ai maintenant. C'était un truc perso parce que mes amis m'avaient demandé de suivre et que c'était le plus simple. Mais j'étais pas du tout connectée en plus. Moi, tu vois, genre même faire un blog WordPress gratuit, c'était la fin du monde. Et en fait, c'est en revenant, j'ai pris goût au fait de partager. Puis surtout, quand tu reviens d'un long voyage, t'es très frustré parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Et toi, t'as vachement besoin de partager ce que t'as vécu. Et du coup, bah, j'ai commencé le blog comme ça, en fait. Ouais, ça, c'est un truc qui est assez fou, c'est que tu reviens d'un voyage de quelques mois, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la manière la plus simple, la meilleure manière de raconter ton voyage, à part ceux qui demandent un récit détaillé, c'est de le résumer en quelques phrases. Ouais. Bah, disons qu'en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est que quand tu rentres, toi, t'as énormément changé, les gens pas, ce qui est normal. Ouais. Et pour peu en plus qui t'ait suivi sur les réseaux sociaux, maintenant, ça crée un peu ce truc de, ah bah oui, non, mais de toute façon, t'as pas besoin de me raconter, j'ai tout vu sur Facebook. Ouais. Et toi, t'es là, ouais, d'accord. Et puis, du coup, enfin, les gens, ils vont te dire en un quart d'heure, ils vont dire, alors, c'était bien. Donc, comment déjà tu veux résumer une vie une année qui va potentiellement changer ta vie du tout au tout en un quart d'heure. Donc, soit tu pars dans des grandes explications, les gens te regardent et au bout d'un quart d'heure, ils sont là, bon, bah, c'est cool, on va chez Zara. Ou en fait, ou tout simplement, tu dis, bah, ouais, c'était cool. Ouais, c'est ça. Mais souvent, c'est des gens qui n'ont pas trop voyagé, non?
tout cas dans mon cas. Oui, la plupart, c'est le cas, évidemment. Après, c'est sûr que ceux qui ont voyagé, ils comprennent ça, donc c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'on va dire ta communauté d'avant que tu partes et qui, en principe, n'a pas voyagé, c'est souvent une problématique qui se rencontre, quoi. Ok. Donc voilà. D'où le blog, d'où le fait que plein de voyageurs font des blogs, c'est des gros frustrés de la communication, en fait. C'est ça, puis ce que je remarque aussi souvent dans les gens qui, tu sais, comme nous, avaient une bonne situation, etc., et qui deviennent nomades, qui deviennent entrepreneurs ou freelance, c'est que tu sais, c'est des balbutiements un peu de ton projet, de démarrer un blog, une chaîne YouTube. Carrément. Finalement, ça te poursuit et ça évolue avec toi, puis au final, ça peut aussi devenir ce qui finit par payer au bout de la ligne, quoi. Oui, c'est ça exactement. C'est vrai que souvent, la motivation première, c'est juste de partager, de se faire plaisir. Et finalement, en fait, moi, je sais que mon blog aujourd'hui, en tant que tel, je ne me fais pas vivre, ou même jusqu'à très récemment, ne me rapportait même pas vraiment d'argent, parce que je faisais même pas d'affiliation. Mais par contre, ça m'a ouvert énormément de portes, notamment celle du nomadisme digital, parce que par le blog, j'ai rencontré des gens qui voyageaient, et dans tous ces profils, il y en avait qui étaient nomades digitaux, qui était une communauté que je connaissais pas du tout. Même pendant que j'ai commencé à voyager, je les rencontrais pas. Je rencontrais plutôt les backpackers et tout ça. Et en fait, du coup, c'est grâce finalement au blog et aux rencontres que j'ai faites derrière que ça m'a ouvert à d'autres opportunités qui font aujourd'hui que ma vie est comme elle est, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis même, je dirais que même plus loin que les blogs, toute la création de contenu, tout le monde sait que ça peut être que bon de créer du contenu sur ce qu'on fait, ce qu'on connaît, Clairement. etc. Mais personne ne le fait. Enfin, très peu de gens le font finalement. Bah, surtout que ça prend beaucoup de temps et d'énergie, en fait. C'est un truc, tu sais, quand tu fais un blog, souvent les gens, ils sont là, mais bah, c'est cool, t'as fait 2 articles et puis on s'en fout. Enfin, je schématise, hein, mais et toi, t'es là, mais le travail que c'est. Et je pense que beaucoup de gens démarrent des blogs, mais il y en a très peu qui tiennent sur la durée, parce que quand tu te rends compte à quel point c'est chronophage quand tu veux le faire sérieusement, entre tout ce qu'il faut apprendre techniquement. Moi, personnellement, c'était pas du tout mon métier, le digital, avant. Donc, les réseaux sociaux, j'en faisais pas. Comme je te dis, même ne serait-ce que créer un blog gratuit, je savais pas faire. Même prendre des photos. Bon, l'écriture, ça a toujours été mon truc, mais au début que j'écrivais sur le blog, encore aujourd'hui, j'ai des vieux articles qui sont pourris, tu vois, mon style est venu avec le temps. Donc, en fait, c'est énormément de compétences à apprendre, avec plus ou moins de plaisir selon avec quoi t'as de l'affection. Moi, par exemple, tout ce qui est technique, ça me saoule, mais je le fais parce que y a pas le choix. Et donc je pense qu'il y en a beaucoup qui disent ah oui, finalement c'est du boulot. Bah ouais. Bah ouais. Puis peu importe ce que tu crées comme contenu, c'est toujours du boulot, que ce soit une vidéo YouTube ou énormément de taf. C'est exactement. Mais... Bah la vidéo, c'est encore putain, parlons même pas. Moi, j'aimerais bien faire de la vidéo. Ça fait 3 ans que je repousse. Ah ouais. Parce que c'est presque un métier à part entière, en fait. Ouais. Moi, je me suis dit récemment, c'est pas encore parfait, mais je teste différents trucs. J'ai du feedback, Bah, c'est déjà bien, je trouve, de se lancer à tester. Tu vois, moi, je suis trop perfectionniste et du coup, là, je suis un peu bloquée par ce côté. Ah oui, mais ça va pas rendre ce que je veux. Donc voilà. Un classique. Okay, et donc là, t'es à Paris, t'es en live de Paris. Oui. Est-ce que tu as des voyages prévus prochainement, je sais pas, fin du printemps, cet été? Eh bien, écoute, pour une fois, d'habitude, c'est la question où normalement tu fais rêver les gens, tu dis oui, je vais partir dans 2 mois ici, là. Et en fait, cette année, moi, je fais pas trop rêver niveau voyage, malheureusement. C'était plus les années précédentes. Parce que, en fait, cette année est un peu particulière pour moi. C'est la première fois que j'emménage à Paris de ma vie. Et en fait, c'est aussi ça que ça peut permettre le nomadisme digital, parce que même s'il y a nomadisme, tu peux aussi être, entre guillemets, nomade dans ton pays. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai décidé de m'installer à Paris pour prioriser d'autres projets que j'avais pas priorisés jusqu'à présent en dehors du voyage, qui sont prendre des cours de théâtre notamment. Et donc voilà, donc cette année je m'installe à Paris, et comme forcément c'est un niveau de coût de vie plus cher, c'est vrai que cette année je vais me concentrer, vivre à Paris et payer tous ces stages et ces cours que je veux faire, et donc forcément la partie voyage va être un peu entre parenthèses. Je vais peut-être faire un petit tour à Londres là d'ici juin, ou un tour en Écosse d'ici septembre, mais pour l'instant j'ai pas réussi à planifier des grosses aventures. C'était plus les années précédentes où voilà, j'ai vécu en Thaïlande, l'année dernière j'ai fait un mois de Maroc, un mois d'Égypte, j'ai vécu à Sarajevo pendant 2 mois avec une copine. Voilà, c'était beaucoup plus un format nomade digital classique, on va dire, l'année dernière, moins cette année. Ok, d'accord. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent les gens qui connaissent pas trop me disent nomade digital, ok, donc t'es en mouvement tout le temps. Tu fais que bouger d'endroit en endroit, etc. Et en fait, quand tu remarques, les nomades digitaux, à terme, en tout cas peut-être pas au début, mais à terme, ils vont plutôt avoir tendance à s'installer, que ce soit, comme tu disais, à 2 mois et demi quelque part. Ou alors, comme moi, puis toi, c'est en train de devenir comme ça, j'ai l'impression, avoir une base quelque part. Et puis ensuite, partir de cette base, je sais pas, dans mon cas, c'est peut-être entre 3 et 6 mois par an en voyage.
Oui, mais ma vie, elle est à Montréal, les impôts, je les paye à Montréal, mes assurances, c'est ouais. à Montréal, etc. Ouais, mais exactement. Mais en fait, ça, je pense que c'est exactement ce que tu dis. C'est que, en fait, aussi, je pense que ce qu'on réalise quand on se lance à son compte et du coup nomade, c'est que Ouais, c'est vraiment deux vies en une où ton travail et ton lifestyle voyage sont complètement intriqués, ce qui est trop bien. Et au début, tu as tendance à faire un peu tout dans tous les sens. Bon, déjà, accessoirement, tu es en train de monter ton activité, ce qui est très énergivore et chronophage et prend beaucoup de temps et de stress et tout ça. Et à ouais, côté, tu vas en profiter à fond, donc tu voyages. Moi, c'est ce que j'ai fait un peu la première et deuxième année que je me suis lancée. Donc c'est là où je vis en Thaïlande. Je voyageais en Birmanie, à Taïwan, j'étais à fond. Il y a un moment où tu te rends compte, c'est très fatigant. Donc tu reviens un peu, tu te dis bon ok, je vais peut-être rester plus longtemps à l'étranger dans certains lieux, etc. Donc en effet, je pense que naturellement, tu viens aussi un peu au besoin d'avoir cette base, comme tu dis. Après, plus ou moins long terme, ça dépend. Il y en a qui vont rester 6 mois quelque part, ouais. 4 mois et repartir ailleurs. Et ensuite, peut-être de là faire des sauts de puce autour dans des pays limitrophes quand tu te prends des pauses. Moi, je me suis rendu compte au bout de quasiment 3 ans d'activité qu'en fait, mon bon format, c'était de m'installer quelque part, pas forcément en France, mais là, c'est que cette année, j'ai besoin d'être en France pour les cours. Ouais. Et en effet, faire des sauts de puce, mais même potentiellement, en fait, travailler 3 mois et faire que ça, et prendre un mois et faire que voyage, où je bosse pas. Parce que mon Ok. activité de rédactrice me le permet aussi. Et moi, c'était l'équilibre que j'ai trouvé à la fin que je trouvais top. Ok. Mais chacun fait ce qu'il veut, tu vois. D'accord. Ouais, bah c'est chacun. En fait, c'est ce qu'on disait aussi. J'avais fait un live hier avec une coach qui s'appelle Bénédicte, la Nomad Ouais, Coach. Et on disait ça ouais, aussi qu'au final, c'est un éventail de possibilités. Chacun trouve un peu sa voie et son c'est format. ça. Il n'y a pas de bonne Ouais. réponse, pas de mauvaise réponse. Non, en plus, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de toi, ce que t'aimes. Ça dépend aussi de ton métier. Moi, je me rends compte qu'étant rédactrice, j'ai quand même l'énorme facilité d'adaptation de mon planning. Je peux potentiellement, à part si enfin, quand financièrement c'est possible, j'ai la liberté. J'ai pas vraiment de clients récurrents ou j'en ai peu. Ce qui fait que, alors les inconvénients, c'est que du coup, j'ai moins de visibilité financière, mais l'avantage, c'est que potentiellement, je peux dire, bah, en octobre, je suis pas dispo et je me casse. Alors que, par exemple, tu vois, ceux qui sont community managers, t'es quasiment obligé d'être dispo tout le temps pour tes clients, ce qui fait que même quand tu seras en déplacement, tu vas devoir avoir internet et machin, et être sur ton téléphone et poster des trucs Instagram. Donc voilà, Ouais. il y a aussi ton métier qui influe sur ton rythme, et puis après, bah, comme tu dis, les personnalités de chacun et les envies de chacun, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis, Mm. est-ce que tu peux en profiter pour nous dire un petit peu ce que tu fais? Donc, t'as le blog Valley Stories. Ouais, Et donc, t'as une activité freelance à côté qui est de rédactrice de contenu. ouais, en fait, C'est ça? c'est même, on va dire que financièrement parlant, c'est vraiment mon activité principale, Ok. la casquette freelance rédactrice. Donc voilà, bah, c'est ce que j'ai décidé de faire il y a 3 ans, parce que j'avais ce blog qui me Mhm. faisait pas forcément gagner d'argent. Et puis au début, c'est vrai que quand j'ai commencé le blog, après la phase je partage et Bisounours World, je me suis dit, ah bah tiens, il y a des blogueurs de voyage qui gagnent leur vie. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que le business model des blogueurs de voyage, ou pour ceux qui écoutent et qui savent pas, c'est-à-dire que bah, potentiellement tu vends une visibilité à des offices de tourisme, un pays ou un autre, et qui t'invitent gratuitement et potentiellement ils te rémunèrent pour la création de contenu, que ce soit sur les Ouais, réseaux ouais. sociaux, de l'article, des photos, tout ça. En fait, moi, je me suis rendu compte que ça me faisait pas du tout rêver, parce que du coup, tu perds le côté liberté que tu as en Ouais. voyage, et qui, moi, finalement, est le sel de mon voyage. Donc, du coup, ce pourquoi j'aime voyager, c'est être libre, pouvoir être spontané, pouvoir Mhm. prendre le temps pour moi. Et en fait, cette activité annule tout ça. Ce qui fait que je me suis dit, ah, mais en fait, moi, blogueur de voyage, ça va pas me plaire. Et après, c'est là où je me suis tournée naturellement vers tout ce qui était freelancing, parce que l'activité de rédaction me permet de complètement décorréler le côté voyage et le côté professionnel. Et donc Mhm. voilà, j'ai décidé de démarrer en tant que rédactrice et spécialisée voyage. Du coup, je me suis tant qu'à faire d'écrire autant que j'écrive sur ce qui me plaît. Et j'ai eu la chance que bah, tous mes clients sont là-dedans et j'arrive à en vivre. Tu vois, après, je m'étais dit, si j'arrive pas à trouver assez de clients dans le voyage, je ferai autre chose. Mais pour le coup, voilà, j'écris pour des sites internet qui sont dans l'industrie du voyage, et pour l'instant, ça fait 3 ans que je fais ça et ça se passe bien. Et du coup, à côté, j'ai la casquette blogueuse, mais d'un point de vue un peu plus passif, dans le sens où je ne suis jamais payée, où je ne démarre jamais des destinations pour avoir même ne serait-ce que de la gratuité. En fait, ça me Mhm. saoule, donc je le fais pas. Je préfère payer mes trucs et être tranquille. Et par contre, je commence à faire l'affiliation depuis quelques mois, donc ça me ramène un petit peu de sous, mais on va dire, c'est plus anecdotique, quoi. Ok. Ouais, bah, Voilà. c'est vrai que moi, tu vois, l'histoire de mon blog aussi, à la base, c'était vraiment. Moi, ça a même démarré un peu comme un CV en ligne. Puis pour Ouais, tester, bidouiller un peu dans WordPress, parce que j'étudiais trop bien. en e-commerce, tu vois, je voulais tester des trucs.
Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire, quand même pas mal. C'est un article par semaine, mais un article bien recherché, etc. J'ai tenu ça pendant 1 an et quelques. Et au bout d'un moment, je trouve que tu as besoin d'un peu de motivation aussi. Ouais, de t'aérer aussi, parce que c'est... C'est clair. Et puis tu découvres aussi d'autres trucs. Tu commences à lire d'autres blogs qui t'apprennent à mieux bloguer, etc. Et moi, j'avais l'avantage d'avoir une amie qui avait un blog de mode depuis peut-être maintenant 8-10 ans. Ouais, d'accord. Qui, elle, faisait des articles sponsorisés, des posts sponsorisés pour des différentes marques, etc. Et en fait, en parlant ensemble, puis c'est à peu près à ce moment-là qu'elle a arrêté aussi d'ailleurs, c'est qu'elle s'est rendue compte que toutes les marques, tous les sponsors, en fait, avaient tendance à baisser les prix par rapport à avant, parce que c'était à la mode maintenant. Il y avait des agences d'influenceurs aussi qui prenaient leur part du gâteau. Qui prennent des commissions, ouais. Et qu'au final, l'affiliation, c'était un mode de promotion plus sain. Parce que tu recommandes des produits que tu as testés, que tu recommandes. Normalement, voilà, que tu as testé. Exactement, tout à fait. Parce que tu n'es pas directement payé par quelqu'un, tu mets les produits qui t'intéressent pour ta communauté et toi, tu as une commission dessus. Donc, autant mettre des produits que tu aimes bien de toute manière. C'est ça. Oui. Tu as moins de conflits d'intérêt. Ouais, puis ça coûte rien à la personne qui l'achète. Et à peu près au même moment, j'ai rencontré mon ami Alex qui, lui, a un blog, podcast, etc. depuis 8 ans, monétisé par de l'affiliate, et il en vit depuis 8 ans. Ouais. Et donc, c'est là que je me suis dit, OK, ce truc-là, c'est vraiment possible. Oui. Et que j'ai commencé à en faire un petit peu. Puis après, tu as tout le volet plus formation, etc., qui est intéressant. Ouais, ben justement, moi, je voulais. Toi, t'en fais du coup ou... Moi, j'en ai fait. Elles sont pas en ligne pour l'instant, mais j'en ai fait. Je prévois d'en refaire bientôt, ouais. Ouais, bah justement, c'était un autre truc dont je voulais parler aussi, parce que comme tu dis, en plus, ça peut intéresser les gens. Parce que moi, j'ai aussi testé l'année dernière. En fait, l'année dernière, comme je commençais de plus en plus à avoir de questions par rapport à mon activité de freelancing et de nomade, parce que forcément, bah, ta communauté t'attire les gens qui sont intéressés par ton type de profil. Et à force d'avoir des questions, en fait, j'ai écrit un e-book sur le sujet qui s'appelle Comment devenir freelance pour voyager plus. Et ça m'a un petit peu mis le pied dans le côté, on va dire, formation / vente de e-produits. Donc, ça peut être sous format e-book ou formation vidéo, comme tu dis, etc. Et c'est vrai que c'est aussi assez intéressant comme manière de gagner de l'argent. Et puis en plus, tout simplement, bah, ça te permet aussi de produire du contenu qui est valorisé. Toi, tu forces personne, tu mets à disposition quelque chose qui est censé être qualitatif. Et bon, moi là-dessus, j'ai des bons retours sur le e-book, donc c'est cool. Et donc ça, c'est vrai qu'après, ça fait des revenus, ce qu'on appelle passifs, parce qu'il y a un énorme effort au moment de la production du contenu. Mais après, bah, ton produit, il est vivant, il faut juste le remettre un peu à jour de temps en temps, le promouvoir. Mais donc moi, je sais que le e-book, ça me fait aussi clairement une partie de financement. Et j'avais aussi testé un peu des formations, mais comme c'est assez chronophage, là, j'ai mis un peu entre parenthèses. Mais j'aime bien, moi, le côté aussi aider les gens à voyager avec des formations. Et bon, pour l'instant, je les mets entre parenthèses, mais j'ai fait des tests là-dessus. C'est sympa aussi. Ok. Et donc, toi, tu as un e-book sur comment être freelance, voyager, qui est en vente. Oui, en fait, voilà, ça sur mon blog directement, j'ai créé ce guide avec vraiment les étapes une par une, parce que tu sais, il y a toujours ce côté. Et moi, la première, en fait, je me suis aussi formée de mon côté avant de démarrer en tant que freelance, c'est que tu te dis, ok, bah c'est trop bien être nomade digital, je vais faire mon truc. Et en fait, une fois que tu commences à fouiller, il y a tellement d'infos, tu sais pas par quoi démarrer. Il y a un côté totalement tu sais, overwhelming, comme on dit, où t'es complètement dépassé, tu te dis, je vais jamais y arriver, je commence par quoi, je sais pas quel métier faire, et je trouve les clients où, et je finance comment, je comprends rien et tout. Et comme j'avais ce genre de questions, et qu'à un moment, au bout du 50e mail, t'es là, je peux pas tout expliquer, c'est compliqué. Bah, du coup, voilà, j'ai vraiment ce bouquin qui reprend étape par étape avec des exercices et tout. Le but, c'est vraiment d'avoir le petit truc qui te prend par la main et qui fait un peu, moi, toutes les étapes que j'ai faites au final, avec des retours d'expérience aussi pour que ça aide les gens, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant. Ouais. Tu le vends à combien Alors, il est à 34 du coup. Mais bon, si tu regardes, oui, euros. Et si tu, bah, j'ai un code promo qui traîne quand tu regardes, j'ai fait un live gratuit, etc. Donc, il doit y avoir un code promo qui traîne quelque part pour avoir 5 balles en moins. Si tu veux, je te donnerai ça. Donc, voilà. Ok, d'accord. Ah, très cool. Ouais, c'est sûr que moi, je suis en train d'explorer ça plus sérieusement en ce moment. Comme on parlait avant, je me suis mis à avoir une chaîne YouTube, la vidéo, etc. Donc c'est de plus en plus naturel et au niveau technique moins difficile de faire de la vidéo. Donc, puis c'est aussi un format que j'aime bien parce que c'est asynchrone, les gens peuvent suivre quand ils veulent. Ouais, par rapport au coaching que je fais en live, toi aussi t'en fais peut-être d'après ce que je voyais. Non, alors j'ai voulu me lancer et finalement j'ai pas trop de temps. Donc par manque de temps, je le fais pas. Je sais que ça me plairait bien, mais je crois que c'est vrai que j'ai une page encore, je crois, par rapport à ça sur mon site. Il faut que je la vire. Ouais, même ta page Facebook s'appelle Travel Coaching.
Oui, parce que du coup, c'était plus le côté formation, mais formation par contre pas en one-to-one, parce que ça, je trouve il faut vraiment avoir le temps et faire que ça, ce qui n'est pas mon Ouais, cas. Donc ouais. Mais c'était plus le ok, côté formation vidéo, pas en direct. d'accord. Ouais. Mm. Ben, justement, au niveau formation, moi j'ai commencé hier à donner un cours à HEC Montréal, ici, là, Trop en, bien. en analytique web. Donc, tu sais, j'explore les différentes manières d'enseigner en ligne, en direct, Oui, avec audience sur ouais. YouTube. Moi, Et j'ai pas mal de copines qui font le côté formation en école, en effet. C'est bien ouais, aussi, hein, c'est intéressant pour plein de raisons, mais aussi pour tu sais, le réseau, la crédibilité, etc. Donc, carrément. moi, je suis là-dessus. Et puis, est-ce que tu aurais des conseils pour justement ceux qui veulent se lancer en freelance dans le but de devenir nomade? Alors, oulala, il y en aurait plein entre guillemets. Je crois que le Ouais. premier, avant tout, je sais que un des premiers blocages qui revient tout le temps, c'est vraiment celui de, alors peut-être moins, bon toi t'es à Montréal, je sais pas s'il y a une grande partie de ta communauté qui est canadienne, mais du coup, ont peut-être l'état d'esprit un peu plus anglo-saxon, donc un peu moins figé là-dessus qu'en France. Mais Mhm. en France, il y a vraiment ce côté de se dire, bah j'ai pas le diplôme, j'ai pas les compétences, donc je peux rien vendre. Et ça, je trouve que c'est le premier facteur bloquant et il faut pas parce que on est vraiment dans des métiers. Bon, le freelancing, on n'a rien inventé, ça fait 50 ans que ça existe, mais on va dire que tout le fuzz qui est fait autour, le côté un peu nomade, machin, on a l'impression que c'est inatteignable, alors qu'en fait pas forcément. Et puis pareil, on est sur une culture du diplôme et on se dit oui, bah si je vends des compétences et que j'ai pas un diplôme sur le CV pour prouver que je suis compétente dedans, c'est pas possible. Bon, bah un bon exemple, je suis rédactrice, je n'ai pas fait des études de rédaction. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je Ou vois. toi, tu t'as je sais pas, une chaîne YouTube et tu es sur le nomadisme digital et t'as pas fait un diplôme YouTuber. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas fait l'école du nomadisme, non. Voilà, tu vois, donc, et toutes mes amies, on va dire qu'on a comme dénominateur commun d'être blogueuse, mais quasiment toutes, on a des casquettes de freelance ou d'activité. Il y en a aucune qui a fait une formation par rapport à ça, et ça ne nous empêche pas Mhm. de gagner notre vie plus bien Ouais, sur d'autres activités. Donc, ne pas rester figé dans ce côté, ah bah, j'ai rien à vendre parce que je sais rien faire, tu vois, enfin, ou j'ai ok. pas un diplôme par rapport à ça. Ça, c'est vraiment le premier truc que j'ai envie de te dire, c'est croyances limitantes, il faut lever ça. Moi, on Mhm. m'a jamais demandé un diplôme de rédactrice. Je dis juste bonjour, voilà, j'ai écrit des choses. Alors au début, il faut monter un peu son portfolio, c'est sûr que ça demande un peu Ouais. d'adaptation. Mais bon, une fois que tu as quelques exemples que tu peux même produire toi-même sans avoir des clients qui ont payé pour ça, c'est juste nous on avait nos blogs qui peut-être montraient C'est un ça. peu comme tu dis un CV, mais même sans avoir un blog, tu peux faire ça sur Word, mettre en page sur PDF, c'est joli, et envoyer ça à tes clients. Et pour la rédac, après, je sais pas pour les autres trucs. Et voilà, donc ça suffit pour se lancer. Ce qui compte, c'est juste que tu aies les compétences et que la personne en face de toi te dise, bon, bah ça a suffisamment de valeur ajoutée, je suis prêt à payer pour ça, en fait. C'est la seule Mhm. chose qu'il faut créer et pas se bloquer sur le côté diplôme. C'est vraiment le truc que je dirais Ouais. principal. C'est clair. Et moi qui pour le coup, donc moi je suis aussi consultant. J'ai différents trucs à côté que je fais. Mais pour ma Oui, partie consultant, moi même si c'est dans le marketing digital que j'ai étudié, ce que je fais, ça s'appelle du growth hacking. Il n'y a pas ouais, grand monde qui sait ce que c'est. C'est du marketing vraiment de croissance pour start-up. ok, Ça peut servir à tout type de compagnie, tu vois. Mais ça, ouais. je l'ai appris sur Internet, sur les forums, en regardant ce Bah qui ouais, se sur faisait. le tas, en fait, c'est Et, ça. ouais, et puis t'apprends, c'est adapté à chaque projet aussi, donc tu peux pas Oui. apprendre un métier 100% à l'école. Euh, Oui, c'est exactement ça. Mais c'est marrant parce que, en fait, des fois, je trouve que, bon, je vais peut-être faire un peu ma vieille en disant ça, mais tu sais, nous, maintenant, on est vachement dans une société où, par rapport peut-être à la génération de nos parents, tu sais, nos parents, il y avait un petit côté un peu genre, oui, on a appris sur le terrain, et puis on pouvait vachement ouais. monter, ascenseur social, tout ce que tu veux, et puis il y a ce côté que maintenant, bah, si t'as pas un bac plus 5 t'es perdu. Et en Mhm. fait, ce qui est pas faux dans les métiers plus classiques, enfin, ça veut rien dire ce que je veux dire, c'est pas que ça part bac plus 5 t'es perdu, mais tu vois ce que je veux dire, on a un peu cette espèce de fantasme de la super formation. Et d'un autre côté, en fait, il y a un océan d'opportunités qui est en train de s'ouvrir avec Internet, même si ça fait un moment que c'est là, mais c'est encore en construction. Tous les métiers du digital sont en construction. Et Mhm. finalement, il y a énormément d'opportunités à saisir pour peu que tu sois un peu créatif, que tu sois un peu prêt à te former sur le tas, à, voilà, être autodidacte. Et il faut juste un peu switcher le cerveau en se disant, c'est possible, en fait, toutes les informations sont à dispo sur Internet, tu peux te former à partir du moment où tu es motivé. Donc Ouais. voilà, c'est plus un switch à opérer au niveau du cerveau que vraiment un constat de formation, de compétences et de CV en fait. Et Mhm. la plupart des gens n'ont pas ça parce qu'on n'est pas formé comme ça. On est formé à je vais faire des études et après je vais avoir un métier et pendant 40 ans je vais plus me former parce que je suis formé à un truc et point barre.
Mais exact. ça, en fait, on pensait comme ça il y a 30 ans. Et il faut switcher complètement en étant beaucoup plus opportuniste et confiant dans la manière de gérer tes compétences et comment tu les vends, en fait. Ouais, Et puis si tu switches ça, il y a... Bah oui, ouais, réaliser que tu peux apprendre par toi-même et qu'il faut le faire au fur et à mesure parce que de un, que ce soit en rédaction de contenu, en marketing digital, en tout ce que tu veux, ça change énormément. Parce qu'il ça y a va beaucoup de très vite en technologies qui plus. changent tout. Oui, Et puis une fois que tu as compris ça, bah écoute, t'y vas et puis tu fais ton c'est chemin. trop vrai. C'est trop vrai en plus, et c'est ce qui fait que je pense que même si tu commences à avoir des formations de marketing digital, par exemple, etc., en fait, c'est des formations qui ont du mal à vraiment ressortir parce que ça devient très vite obsolète. Ce qui Ouais, fait qu'en fait, de toute manière, par défaut, le digital, ça évolue tellement vite que tu es obligé d'être autodidacte pour être à la pointe dans ce que ouais, tu fais. ouais, Donc, du coup, c'est trop bien parce que tu dis, bon, bah, go, apprenons, apprenons. ouais. Et c'est chouette Alors, aussi, quoi. après, je sais pas si c'est pour tout le monde parce que ça a quand même un côté assez entrepreneur, débrouille, etc. On est Euh, d'accord. bon. Ça, faut avoir la personnalité qui va avec, sinon ça va pas. Ouais. Exact. Mais je trouve que les Français, on a quand même ce côté débrouillardise parce qu'on n'est jamais Mm. satisfait de ce qu'on a, donc on essaie d'avoir mieux. Je sais pas, c'est comme ça que j'interprète moi, mais quand tu rencontres des C'est Français pas en faux. voyage et tout, c'est un peu toujours comme ça. Les éternels insatisfaits. Bah, disons C'est qu'il y a ça. deux catégories. Il y a les insatisfaits qui vont juste se plaindre et ne rien faire, et il y a les Ouais. insatisfaits qui vont se plaindre et agir. Exact. Exact. Mais le dénominateur commun du français, c'est se plaindre. Voilà. Exact. Et là, il y a tout le monde On qui se va dire, mais reconnaît c'est en qui cette voyage. meuf Ouais, franchement, on nous reconnaît en voyage. T'entends un groupe gueuler, c'est des Français. Ouais. Même juste sans qu'il parle, juste au style et à la démarche, à l'attitude, moi je les repère à 100 mètres. J'avoue, ouais. C'est vrai qu'on est très très reconnaissable à l'étranger. Bon, j'imagine qu'on est toujours sensible à sa culture aussi, mais c'est vrai que Ouais. on passe pas trop inaperçu des fois. Et Mais ouais, c'est un bon point en tout cas. Excuse-moi, je me permets juste de vas-y. dire oui, évidemment que forcément dans le côté possibilité, il y a plein de choses à faire, mais il faut savoir aussi sortir du cadre dans le côté sécurité, confort. Et pareil, quand Mm. t'es salarié, t'as- on se rend compte finalement le jour où tu deviens entrepreneur du confort d'être salarié, d'avoir un salaire qui tombe tous les mois et de la visibilité. C'est forcément des choses sur lesquelles tu dois faire des compromis quand tu te lances à ton compte et qui fait peur à beaucoup de gens. C'est vrai, après, faut pas dramatiser le truc. On survit, on n'est pas mort de faim, tout va bien. Mais bien évidemment, faut savoir composer un peu avec ça. Sinon, tu vas te faire les cheveux blancs très vite. Ouais, c'est clair. Et puis pour revenir à ce qu'on disait, je te posais la question des différentes étapes à pas rater pour devenir freelance nomade. Donc il y Ouais, a la partie prendre son éducation en main, se former, se ouais, construire un portfolio, en fait se bouger pour avoir ses oui, contrats. Et ouais. après, donc toi, tu disais que tu as des contrats plutôt court terme que tu vas en rechercher à chaque fois. Ouais, alors justement, alors ça, je pense que c'est assez propre, pas que à la rédaction, mais ça fait partie aussi de la rédaction. C'est Ouais. très difficile d'avoir enfin, pas très difficile, mais c'est plus rare d'avoir des contrats récurrents, tu vois, contrairement à, comme je te disais, peut-être du community management ou etc., où il y a un Mhm. côté récurrent, ce qui fait que tu peux avoir le même client plusieurs mois durant. En rédaction, c'est plus rare. Donc c'est vrai que bah au début déjà quand j'avais personne, bon bah là c'est grosse phase de démarchage, qui est une phase qui rebute énormément de gens et qui fait qu'il y en a beaucoup qui abandonnent aussi en chemin, malheureusement. Il faut Ouais. être honnête, pour les gens qui veulent se lancer, vous allez devoir passer par ça, c'est évident. Non, clairement, c'est pas agréable comme période, mais ça fait partie du game. Et par contre, je trouve que même si moi je suis dans un format où c'est un peu plus ponctuel, au final, à force, t'as quand même un carnet d'adresses de clients, et même s'ils n'ont pas des besoins tout le temps, des fois ils reviennent l'année d'après, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Ouais. en termes de démarchage pur, franchement, je fais presque même quasiment plus rien en fait. Après, tu vois, où je vais à un ou deux salons par an, je Mhm. chope des cartes et après ça se fait un peu naturellement. Ça se fait aussi naturellement avec mes copines qui sont un peu dans les mêmes milieux où il y a un tel qui dit ah tiens il y a Bidule qui a le Ouais. réseau en fait. Ok. Évidemment ce sur quoi tu ne peux pas compter au début c'est normal mais avec le temps ça va venir et donc il y a Mhm. une espèce d'effet boule de neige qui fait qu'après avec le temps le démarchage devient plus léger aussi quoi. Ouais. Et justement, moi, dans mes vidéos, dans mon contenu, je définis deux types de freelance. Euh, Ouais D'abord, ce que j'appelle les pigistes. Donc, ils ouais. vont aller, tu sais, sur les sites d'annonces, chercher des petits jobs, postuler, etc. Mm, Et mm. après, en deuxième partie, plus ce que j'appelle les consultants, qui en Ouais fait, comme nous, je pense que tous les deux on est dans cette catégorie-là, selon moi, c'est que t'as fait tes preuves, tu as construit quelque chose, tu t'es créé une marque personnelle, un business qui en fait fait en sorte que tu as des contrats qui viennent à toi au final. Parce que oui ton réseau parle de toi, parce que les gens te connaissent, ils savent que Nastasia elle fait la rédaction de contenu, voyage, tu vois. ouais
Moi, ils savent que je fais du growth hacking. Et au final, ça fait son Oui. chemin. Et ce qui fait que moi j'ai plus vraiment besoin de chercher de contrat. Ouais, toi non plus, t'es plus dans cette Je suis démarche. Ouais. plutôt, on me demande souvent des gens pour ce que je fais. Je suis obligé de référer d'autres gens, des amis. Parce Mais que t'as pas le temps. c'est ça. Mais eux, après, ils deviennent aussi fous. Ils ont plus de temps. Donc après, c'est une chaîne. Tu vois. On réfère toujours au plus nouveau. Et après, ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, mais c'est bien, tant mieux, c'est positif, ça vaut mieux dans ce sens-là. Et c'est exactement ça, je pense que moi, c'est un peu, dans le e-book, j'ai identifié la même chose, mais avec d'autres termes, c'est que en fait, t'as deux techniques de démarchage, t'as le démarchage, ce que j'appelle push, où en fait, c'est toi qui vas au client, donc c'est toi qui vas envoyer des mails, c'est toi qui va envoyer, qui va aller au salon, filer ta carte, etc. Et après, en fait, naturellement, avec le temps, tu vas avoir un démarchage plus pull, où en fait, c'est les clients qui viennent à toi, parce que comme tu dis, il y a le bouche à oreille qui commence à marcher. Pour peu qu'ensuite, avec le temps, tu aies construit un portfolio, un site internet, des réseaux sociaux, une page LinkedIn, les gens vont tomber sur toi et ensuite, ils vont te démarcher. Mais ça, faut faire gaffe parce qu'au début, on tombe un peu dans le piège de monter des sites et des jolies pages LinkedIn et d'attendre que ça se passe. Et quand on est débutant, je le conseille pas parce que il faut juste aller au charbon, en fait. Ouais, c'est ça. Même, tu sais, faire les deux, ça coûte rien de commencer en même temps à écrire des Oui, articles, tu vois. Et moi, bien je sûr. pense qu'il y a certains articles, c'est dur à tracker, mesurer vraiment qui vient de où. Mais Ouais, il y en a, je sais pertinemment que j'ai des clients qui sont venus d'un article que j'ai écrit peut-être il y a 3 ans sur comment d'accord. grossir son Twitter, qui explique c'est le principe d'aller suivre des gens, etc., de publier du bon contenu, même d'automatiser ce que tu postes, etc. Ouais, Et des gens qui m'ont contacté, que je connaissais pas du tout, tu vois, ils étaient à Toronto, moi je suis à Montréal, et ouais, c'est un contrat que j'ai eu pendant des années qui m'a apporté pas mal d'argent. trop Et en bien. fait, tu vois, c'était vraiment de cet article. Alors, Ouais, mais ça, c'est le top, ça. ouais, en plus, quand tu as des articles comme ça que tu publies et que tu partages à ton réseau, tu vois, moi je l'ai Oui. repartagé sur LinkedIn par exemple, sur Facebook, partout. Ouais, ça va te faire Moi, des les gens ils retombées. savent ce que tu fais. Donc quand ton ami leur dit à une soirée, tiens, j'ai un nouveau site, je veux quelqu'un qui écrive mon contenu, qui écrit d'articles de blog, bah Ouais, là ils peuvent penser à toi. Ou là, tu oui. préférais des gens et toi tu leur réfères. Enfin, tu sais, c'est l'effet Oui, boule de neige dont on parlait, quoi. mais c'est très vrai ça aussi de pas avoir honte au début de dire ce que tu fais. Après avec le temps, quand on va dire t'as plus de grade, moi aujourd'hui j'ai plus honte de dire bah je suis rédactrice parce que je me sens légitime. Mais au début Ouais. t'as énormément le syndrome de l'imposteur ou parce que t'as pas énormément Ouais. d'expérience puis tu te dis tu fais quoi dans la vie? Puis toi t'es là bon j'écris des trucs mais c'est nul hein. Tu sais enfin il y a toujours ce côté un peu donc forcément c'est pas du tout Ouais. vendeur. Et en fait le truc c'est que oui c'est un énorme levier que au début ça va être juste ton entourage et après c'est ton réseau même professionnel mais que les gens sachent ce que tu fais. Moi aussi, j'ai énormément de gens qui, bah là, par exemple, je viens de choper pour une des premières fois, en fait, depuis 3 ans, un contrat qui est régulier depuis janvier et qui, du coup, est un bon contrat. Donc là, c'est le top. Et en fait, je l'ai eu par une de mes meilleures amies, c'est son frère. Parce que Ok. du coup, il avait besoin de quelqu'un et elle lui a dit, bah, fait, pourquoi tu demandes pas à Nasta? Elle est rédactrice. Et en fait, Ouais. j'ai chopé le truc comme ça. Tu vois, comme quoi, c'était impossible d'anticiper le truc, mais parce que ma pote sait que je suis rédactrice, elle lui a dit, bah, t'as besoin de quelqu'un pour écrire, bah, demande-lui, tu vois. Et au Ouais. final, bah, après, toi, tu fais le job et c'est bon. Et en fait, faut pas comment on dit, je sais pas le terme. Euh, ça, Sous-vendre. non, mais en fait, Non. sous-estimer, c'est ce que je voulais dire, l'impact de ton entourage et du bouche-oreille et du fait de dire ce que tu fais, parce que les gens, après, en effet, comme tu dis, t'ont en tête et ça peut te ramener énormément de business derrière, quoi. Mhm. Exact. Et Donc en voilà, fait, en parlant, ouais, avoir confiance en soi et dire ce qu'on fait. c'est ça. Et en fait, moi, en y repensant, j'ai jamais, enfin, je suis même pas passé par l'étape de pigiste. Mm. J'ai commencé à travailler. Et puis ensuite, avec ce que je faisais, tu sais, moi, j'ai organisé des événements aussi de e-commerce tous les mois à Montréal depuis 5 ans. Ouais, J'ai créé différents comités là-dedans. Et au final, bah, tu sais, tous les mois, je suis en train bah de oui. parler devant des gens. Et voilà. T'avais déjà en fait une réputation créée du fait de ça, donc ça c'est le top. C'est ça. C'est Mm. ça. Puis après, tu Ouais. construis ça au fur et à mesure, tu crées du contenu, tu fais des trucs comme, tu vois, genre être prof à HEC, genre les gens, quand je dis ça, ils sont là, waouh. Ouais, bah Donc oui. ça a un impact énorme. Ouais, bah clairement, oui, en termes de retombées et puis de même de prestige, comme tu dis entre guillemets, Ouais. mais c'est hyper important, c'est chouette quoi. Ouais, puis c'est Mm. super comme expérience. C'est Ouais, absolument, je j'imagine. recommande. Ça doit être une belle école, ouais, HEC Montréal. Ouais. Et puis, si on reprend le fil toujours du freelance, dernière Oui. étape, une fois que donc, que t'as compris ça, je pense Mm. qu'il y a aussi une dernière étape, c'est de croissance, de scaling, où tu vas, baser sur ton portfolio, ce que tu as fait, ta réputation, pouvoir Mm. augmenter petit à petit tes tarifs. Oui. Et Alors, ouais, ouais. vas-y. Ben, en fait, c'est un peu enfin, c'est compliqué les tarifs. Tout le monde à chaque fois genre déjà combien on vend.
parce que selon les métiers, il y a un peu des grilles tarifaires dont on ne parle pas trop. Là aussi, en plus, bonjour culture française, tabou des tarifs qui est moins vrai chez les anglo-saxons où tu annonces carrément sur ton site bonjour, je suis tant. Ouais. Donc ça, que je trouve que c'est relou d'ailleurs, mais parlons d'argent. Et ce serait tellement plus simple. Tout le monde doit bouffer à la fin du mois, donc pourquoi ne pas en parler? Et donc ouais, au début tu fais des recherches, tu vois un peu ce qui se fait dans le milieu. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Et en fait, tu parlais en plus t'es des pigistes au départ. C'est vrai qu'au début quand t'as pas d'expérience, pas de clients, j'ai tenté très rapidement les systèmes de plateforme de freelance où en fait tu te proposes et on t'embauche pour des petites missions comme ça à droite à gauche, tout ce qui est Malte, Upwork, les trucs comme ça. Et j'ai rapidement en fait arrêté parce que je me suis rendu compte que tu étais en concurrence avec des gens qui avaient des prix hyper bradés et qui faisaient qu'à moins de travailler, je sais pas moi, 72 heures par jour, c'était juste impossible d'en vivre. Et en plus, c'est très démotivant. Et finalement, moi, j'ai rapidement fait le choix. J'ai peut-être eu 1 ou 2 contrats au début où j'étais vraiment sous-payée, mais bon, quand t'as rien, tu te dis, je le fais. Ouais. Et en fait, très rapidement, j'ai fait ce choix un peu douloureux au début quand t'as pas confiance, c'était de dire, je préfère dire non et garder du temps pour le démarchage que d'accepter des trucs payés n'importe comment et en plus où t'as aucun respect parce que accessoirement, c'est souvent corrélé que les clients qui payent pas sont les plus chiants et les clients qui payent le mieux sont les moins relous. Ce qui ne semble pas logique, mais c'est vraiment une vraie règle. Donc, vous n'y gagnerez pas à être sous-payé parce que vos clients vont être vraiment très chiants. Parce qu'en fait, ils vous respectent pas. S'ils sont prêts à payer ça, c'est qu'ils respectent pas ton travail, donc ils vont demander des corrections. Limite, ils vont pas te payer. Enfin, c'est n'importe quoi. Soit ça, je dirais, soit les clients qui te prennent un peu pour leur sauveur, t'es un peu leur Jésus. Ouais. Dans ce que je fais, il y en a, ils pensent que c'est une magie noire et que je vais changer tout leur business en 2 jours, tu vois. Au final, tu veux pas être dans cette position-là, quoi. Oui, ou alors t'es super dispo, qui te coupe tout le temps, alors que potentiellement, tu dois compartimenter ton travail, donc t'es pas toujours dispo pour eux. Enfin, voilà, donc tu gagnes pas. Et en fait, rapidement, moi, j'ai décidé d'avoir des prix pour la rédaction qui sont considérés comme assez, alors j'ai un peu jusqu'à dire premium, mais en tout cas fourchette haute par rapport à ce qui se fait. Et très vite. Donc en fait, j'ai même pas commencé à monter progressivement. J'étais rapidement très fort et je me suis rendu compte aussi que les quelques clients avec qui, tu sais, surtout quand tu sais que tu vas avoir une récurrence sur plusieurs mois, tu négocies quand même un peu tes tarifs. C'est-à-dire, tu dis, potentiellement, je suis n'importe quoi, je suis 350 balles la journée pour dire quelque chose. Et puis, si le gars, il t'embauche 5 jours par mois pendant 1 an, tu dis, bon, d'accord, on peut discuter. Mais finalement, je fais quand même gaffe aussi à ces phases de renégociation parce que quand tu es à un prix qui est un peu bas par rapport à ce que tu aimerais, finalement, au début, tu es motivé, rapidement, tu l'es plus. Donc, tu produis un travail qui est pas génial, donc tu mets encore plus de temps à le produire, donc c'est encore moins rentable et tu passes dans une espèce de cercle vicieux. Donc, je sais que c'est hyper difficile, encore une fois, avec le syndrome au début de l'imposteur, de se dire, mais personne va jamais me payer, je fais n'importe quoi, moi, 40 € de l'heure, c'est juste pas possible. En fait, si ce sont les prix du marché et que tu estimes que ton travail est de qualité, fais-le. Parce qu'il y aura toujours des gens qui sont prêts à payer pour ça, même s'il y en a un peu moins. Et accessoirement, tu gagneras sur le long terme. Donc, voilà. C'est mon positionnement sur le sujet. Ok. Ouais, moi, après, j'ai peut-être une approche un peu différente. Moi, le conseil que je donne quand quelqu'un passe d'employé à freelance, bon, dans le même domaine, bien sûr, c'est de, en fait, doubler son taux horaire. Oui, ça, c'est une bonne référence, par contre. Pour commencer, parce que t'as tes charges salariales que l'entreprise payait, que tu dois t'occuper. Carrément. Faut que tu arrives à compenser les périodes de démarchage, tout ça. Et puis après augmenter petit à petit, tu sais, en dollars, moi j'ai augmenté à coût de 10, 15, 20 dollars à chaque fois. Et bon, ce que je fais, c'est quand même très spécifique et très recherché aussi. Donc c'est particulier. Ça dépend aussi de ton marché. Pas vraiment de trop de compétition en fait. Comme tu sais, toi, tu peux voir les gens combien ils chargent, moi pas trop. Clairement, c'est sûr que quand tu es dans un truc où il y a une grosse valeur ajoutée et que vous êtes peu, c'est évident que tu peux charger plus. Après, il y a aussi des métiers où plus c'est technique et plus tu peux charger. Moi, je sais que la rédac, c'est pas considéré comme un métier technique, même s'il faut des vraies compétences et qu'il y a des gens qui savent pas écrire et il y a des gens qui savent, mais il y a une énorme concurrence quand même. Donc, du coup, tu sais qu'il y a un moment, tu as quand même un espèce de plafond au-dessus duquel tu peux difficilement monter. Mais bon, déjà, quand tu es à ce plafond, c'est pas mal. Donc, je vais rebondir par rapport à un truc que tu viens de dire. Oui, en fait, je suis d'accord quand même avec toi dans le sens où, par exemple, au début, je fais n'importe quoi, tu vas commencer peut-être à 30 € de l'heure, quand après, idéalement, ce serait 40 que tu voudrais faire, ou même à 25, parce que vraiment, au début, t'as pas d'expérience. Et tu vas quand même, au fur et à mesure des contrats, dire, tu vas plus dire 25, tu vas dire 30, puis après, tu vas dire 35. Ça, je suis d'accord avec toi, au fur et à mesure, tu fais l'expérience. Mais par contre, ce qui est touchy, c'est de renégocier, par exemple, avec un même client.
Moi, en rédac, j'ai Ouais. pas trop le problème parce qu'ils sont rarement, ils reviennent rarement, mais ça m'est quand même arrivé 2-3 fois d'avoir des contrats qui duraient genre 1 an. Et au Mhm. début, tu sais, au début, tu pars et je sais pas, tu gagnes 200 balles pour telle quantité de travail. Au début, t'es trop content. Au bout d'un an, t'as envie de mourir, tu sais. T'es là, 200 balles pour ça, c'est pas possible. Et le problème, c'est que tu pourras pas renégocier avec ton client. Ça passe quasiment jamais Ouais. la renégociation. Donc ça, c'est warning pour ceux qui commencent avec un tarif. Parce que s'il est bas, potentiellement, tu pourras plus renégocier avec ce client, c'est grillé. Il t'a embauché Mhm. une fois à ce prix, tu l'augmenteras pas. Donc, Ouais, faut le savoir. puis là, t'as plusieurs dilemmes. T'as celui-là, et puis t'as celui, bah, tu pourrais te dire, je vais faire plusieurs contrats de 3 mois ou 2 contrats de 6 mois. Sauf que tu prends aussi le risque qu'il te renouvelle pas, qu'il prenne quelqu'un d'autre parce qu'il sait que tu vas être plus cher, ou quand tu annonces ton nouveau tarif, il est C'est ah, ça. moi je pensais que ça allait être le même prix. Donc Bah ouais, oui. c'est pas facile. Ouais. Donc c'est pour ça que comme la renégociation, faut quasiment t'asseoir dessus avec la plupart de tes clients, autant démarrer quand même avec un prix qui est pas trop déprimant parce que sinon à long terme ça va être compliqué. C'est clair. Et comment tu gères toi la communication avec les clients à distance quand t'es en voyage? Ben écoute, moi ça se passe bien parce que comme la rédac c'est très autonome comme métier, je suis payée en fait pour ne pas embêter mes clients. Parfait. Donc voilà. Donc en fait moi finalement la partie voyage me pose très peu de problèmes. Ils me briefent par mail. J'ai quasiment aucun client avec qui je gère en téléphone. Ok. Donc c'est que du mail. Ils me briefent, je leur fais, je leur envoie par mail un mois après, c'est cool. J'ai eu un client où je devais gérer des appels pour choper des informations avant d'écrire. Donc j'ai eu les petits soucis techniques du on n'est pas autorisé à télécharger Skype dans l'entreprise ou WhatsApp parce que machin. Alors bon maintenant je sais qu'il y a d'autres trucs genre Google Meet ou je sais pas quoi donc j'aurais plus Mhm. ce genre de problématique. Mais ça a été une des rares fois. Mais bon en plus sachant que j'écris sur le voyage, c'est vrai que mes clients sont très open sur le fait que je voyage, Oui. sinon je n'aurais rien à leur écrire. Donc c'est cool. Mais de manière générale, je sais que c'est un truc qui fait peur aux gens, tu sais, de dire bah ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire si je suis à l'autre bout de la planète. Et d'une, t'es pas forcément obligé de leur dire, Mhm. tu vois, enfin ça les Ouais. regarde pas. Et de deux, si des fois t'es obligé de leur dire parce qu'il y a la problématique de quand on s'appelle, ça va pas être un numéro de téléphone, mais ça va être Skype ou machin. En fait, je trouve qu'il faut vraiment se positionner comme de dédramatiser. Tu vois, de dire bah excusez-moi là, en fait, je suis aux États-Unis en ce moment, donc oui, on a telle réunion ce jour-là, bah je vous propose juste de nous appeler par Skype. Voilà mon identifiant. À mardi. Ouais. Et en principe, tu vois, il faut pas se dramatiser en disant oh là là, ils vont se dire que je travaille pas, que je suis pas sérieux. Non, tu vois, Ouais, enfin, ouais. faut pas Non, trop insister non c'est plus et clair. ça va aller quoi. T'as des outils aussi maintenant qui sont vraiment pratiques pour ça. Moi, j'utilise différents trucs. Il y a des outils comme Uphearin, qui est pas très connu, mais Ah, tu vois, je j'ai connais même juste pas. j'ai un lien où c'est ma salle. Quand j'y suis, je suis connecté. Toi, si je te donne, t'y vas et on s'appelle, tu vois. Ah bah tu vois, mais ça Euh, c'est trop bien par exemple. donc ça, c'est facile, c'est gratuit. T'as aussi beaucoup de gens qui utilisent Zoom, un peu dans le même Oui, système. voilà, c'est ça exactement. Mais ouais. Et puis là, moi, ça m'aide aussi dans différents trucs. Quand tu sais, j'ai un Calendly où les gens peuvent me booker pour parler un petit peu. Ouais. Tu sais, j'ai ce lien-là qui est là-dedans, j'ai un email automatique qui part aux gens, puis j'ai pas à m'occuper de ça, tu vois. Oui, bah voilà, c'est ça. Bah en fait, c'est ça, il y a énormément d'outils et en fait je pense pas vraiment qu'il y ait beaucoup de clients que qui voient ça comme une limitation et les rares où c'est le cas parce que c'est des entreprises un peu plus traditionnelles, bah c'est ça, Ouais, faut un peu avoir un discours où tu dédramatises et t'offres une palette d'outils assez pratiques et ça se passe bien. ouais, exact. Bah écoute, on Donc, approche voilà. de la fin de l'interview. Ouais, Et, je papote beaucoup moi, non, mais faut c'est top, c'est m'arrêter. top. Je voulais te poser, en général, je pose quelques questions rapides aux invités avant de finir pour tu sais, savoir un petit peu plus qui t'es, comment tu voyages. Donc, la D'accord. première question, c'est ton pays, le pays que tu as préféré en tant que nomade pour Ah, voyage-travail. voyage-travail. Bah, j'en Ouais, ai pas fait 12 000 non plus parce que ok. j'ai fait que Thaïlande et Bosnie, Mhm. où vraiment j'étais en mode boulot. Ouais, Donc, bah, forcément, j'aurais tendance à dire de manière générale, je trouve que l'Asie du Sud-Est, c'est trop bien parce que le coût de la vie est pas cher. ouais, Culturellement, c'est génial. Et du coup, bah, tu peux bien bosser. Il y a Internet partout, donc facile. Donc, j'ai envie ouais. de dire ça. Et au final, bah, moi, mon test en Bosnie me fait dire que je pense que Europe de l'Est/Balkan, il y a Mhm. aussi des chouettes pays pour se poser et bosser. Donc, Ouais, je pense que même à terme, si je devais repartir, je repartirais pas forcément aussi loin dans le côté nomade digital et j'irais en Europe de l'Est. ok. Ouais. Ouais.
Bah, si jamais tu vas à Prague un jour, mes parents habitent là-bas, donc j'y vais souvent. Ah, trop bien. Bah, c'est très très réputé pour les nomades digitaux, Prague Ouais, par exemple. Donc tu vois, j'ai Roumanie aussi en tête et j'ai aussi l'Ukraine. Il paraît que c'est très bien. ouais. Bah, Roumanie, j'ai un ami en fait qui s'est motivé à devenir nomade grâce à mes contenus. Et Ouais. en fait, il est parti en Asie et il est allé après en Roumanie et là, il est expat en Roumanie maintenant. Ah, c'est trop génial. Ouais. Puis Ukraine, Euh, j- ma copine est ukrainienne à moitié et on va y aller cet été. Je te dirai comment c'est. ah bah trop bien. Bah ouais, bah moi c'est aussi mes origines. Donc c'est pour ça que Ok. je me dis en plus ça serait rigolo, tu vois, d'aller en Ukraine sur les traces familiales, tu vois. Donc ah bah ouais, bah écoute, je suivrai ça et comme ça je verrai ce que t'en dis. Ok, ça Trop marche. bien. Deuxième question, est-ce que tu as une astuce de voyage à nous partager? Astuce dans quel sens? Bah, Pour un hack, un truc qui te facilite ou qui coûte moins cher. bah pour voyager par exemple moins cher. Ouais. Ou ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être quand Bah, t'arrives il y quelque a tellement de part. trucs, excuse-moi, je suis là, genre mon cerveau est là, Ouais. genre qu'est-ce que je pourrais dire? Soit pour l'avion, soit quand tu arrives quelque part pour trouver un logement pas cher ou les activités Bah cool. ouais, en fait le truc c'est que moi j'arrive à voyager vraiment au final pas trop cher parce que je suis très flex. En fait, je pense que le plus simple c'est d'être très flexible, que ce soit sur tes dates, par exemple pour les billets d'avion, les heures où tu pars. Euh, et faire très local aussi, tu vois, par exemple aller dans des guest house locales, manger dans la rue quand je pense surtout à l'Asie du Sud-Est parce que c'est là où je Mhm. connais le mieux. Tu manges pour rien et c'est là où tu es vraiment le plus dans la culture si tu vas un peu en dehors on va dire des quartiers touristiques. Ouais, Et moi, c'est ce que je préfère faire parce qu'au final, c'est là où tu rencontres le plus de locaux, où tu es le plus immergé dans les cultures et en plus, c'est pas cher. Donc finalement, c'est trop bien de faire ça parce que c'est à la fois économique et c'est plus local, donc c'est cool. ouais. Ok, parfait. Et puis, dernière petite question comme ça. Est-ce qu'il y a un accessoire en fait avec lequel tu voyages qui est un petit peu insolite? Qui est insolite. Ouais. Ah, c'est rigolo ça. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de faire mon sac là. Non, j'ai rien de super insolite, je pense. Par contre, je... je sais pas ce que je. J'ai plein d'objets qui sont un peu mes objets fétiches sans lesquels je ne partirai plus en voyage. Alors je ne veux pas du tout faire de la pub pour cette marque en plus spécialement. Mais genre les petits sous-manteaux Uniqlo là Ah que oui, tu roules dans ta valise. Je moi j'en ai dois un dire que aussi. ça, ah non mais ça c'est le truc de ma vie parce que moi je suis très frileuse Ok. et il faut avoir ça avec toi tout le temps. Comme ça te fait petit oreiller quand t'as froid sous les manteaux, tout. Ça fait juste tout. Donc Ouais, ça c'est le je suis truc sans lequel je ne pars plus. 100% d'accord. Moi, ça me fait manteau. Tu sais, moi, là, Ouais, il fait pas très chaud à Montréal, il fait entre 0 et 10 en ce moment. Ça fait ouais. mon manteau, mon pull, mon kawaii. Et C'est même, ça en fait, ça fait tout. ouais, et là, je reviens du Mexique et on a pris un vol un peu hard où on est parti à 10 heures et quelques le soir ici. On est arrivé à 3 heures du matin, 4 heures du matin à Mexico. Ah merde, Et dans l'avion, il n'y avait pas grand monde. Et donc, on avait chacun notre rangée. Et c'était mon trop oreiller. Et bien. c'est très bien, quoi. Bah Même ouais, en c'est ça. camping, j'utilise ça comme oreiller. Ouais, c'est ça. Faut. De toute façon, quand tu voyages pour voyager avec le temps, t'essaies de voyager léger parce que tu veux plus te fartir des trucs pas possibles. Donc, bah moi, j'ai plus qu'une valise cabine pour tout le temps. Tout doit tenir dedans. Donc, t'es obligé d'optimiser. Donc, il y a un peu des espèces d'accessoires comme ça. Il y a ce truc-là. Puis moi, j'ai toujours une grosse écharpe aussi. Et pareil, l'écharpe, ça fait tout. Ça fait couverture, ça fait oreiller, ça fait manteau, ça Bah fait ouais, tout. c'est clair. Et il faut des trucs comme ça parce que sinon t'as trop de fringues, tu crèves. Donc voilà, c'est pas hyper insolite, mais par contre, c'est genre l'accessoire sans lequel je ne pars plus. Ouais, ok. Et justement, on parlait de voyager léger, etc. Toi, tu voyages avec quel type de sac ou de matériel? Alors moi, je suis team valise depuis le tout début, même Ok. si j'étais backpackeuse pendant des années, parce que en fait, j'ai toujours eu des formats où c'était pas problématique d'avoir une valise. Le plus long que j'ai fait, c'était 1 an en Australie, j'étais en van, donc en fait, bon, je vivais dans mon van, donc en fait, valise ou sac, ça ne changeait rien. Mhm. Et après, en fait, à chaque fois, j'ai fait Asie du Sud-Est ou en Europe ou dans un pays, je sais pas, Nord-Afrique, etc. Bah en fait, à chaque fois, je pose dans une guest house ma valise et je fais pas vraiment de j'aimerais en faire par l'avenir, mais de randonnée itinérante où c'est mieux d'avoir un sac. Ce qui fait qu'en fait, là où la plupart des gens, dans 90% des temps, les gens prenaient des gros sacs de 50 litres sur leur dos. Bon, moi, je pèse 55 kilos tout mouillé, donc c'est vrai que la perspective de porter un truc de 30 kilos tout le temps, ça me saoule. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment testé la valise quasiment partout et en fait, ça marche. Donc, petite valise cabine de 10 kilos max, c'est parfait.
Ok, parfait. Ouais, bah, chacun son mode. Après, moi, ce que j'aime bien, peut-être, bah, je vois ce que tu veux dire par rapport à la petite valise, etc. Et ça Ouais. marche. Moi, ce que j'aime bien par rapport au sac à dos, c'est que, mettons, je sais pas, tu prends un train, tu arrives à la gare de Amsterdam, comme ça m'était arrivé. Mm. Euh, si t'as une valise, ça va être chiant de te déplacer dans la ville, etc. Clairement. Alors que si t'as ton sac à dos de 8-9 kilos, bah, tu peux te C'est plus balader déjà facile. vers un bout, tu vois, le quartier Ouais, d'Amsterdam. ouais, ça, c'est indéniable. C'est Et, indéniable que c'est vrai que se balader dans la ville, c'est mieux, ouais. ouais. Et donc, si tu as une valise, j'imagine que tu as un autre petit sac à dos ou Oui, sac. par contre, j'ai toujours un sac. Alors moi, j'ai opté pour le sac à main en toile où toute ma vie tient dedans et les trucs importants, genre mon ordi, mon appareil photo, tout. En fait, grosso modo, l'option c'est que si je perds ma valise, je m'en fous. Donc voilà, c'est comme ça que Ok. je fais le. Hein. Et du coup, oui, j'ai toujours un sac à main avec moi un peu gros de voyage, machin, et j'ai tout dedans. Et après, en fait, ma valise, ce que je fais, c'est que les rares fois où ça m'est arrivé d'être en correspondance et j'avais le temps de me balader en ville avant de rejoindre un hébergement ou quoi. Soit je le mets dans des casiers, en fait, il y a toujours dans les gares, les trucs comme ça m'est arrivé un peu à l'étranger, je sais que j'ai fait ça à Taïwan, par exemple, ou bon, je le fais pas en Europe parce qu'en Europe ça passe pas, mais il y a plein d'autres pays où ça passe quand c'est un peu plus à la Walligen. Moi, je vais carrément dans les auberges et je leur demande de me stocker ma valise, en fait. Ah ouais, voilà. Au pire, tu fais un petit billet au bec de la réception, c'est bon, tranquille, et puis Ah après ouais. tu vas te balader, c'est cool. Moi, je fais ça. Ok, donc c'est quoi? C'est les sacs qui se plient en tout petit, là? Ah oui, oui, par contre, pour mon sac à main, oui, le sac à main, c'est les sacs en toile qui se plient. Et un peu toile parachute. Bon, ça, c'est pareil, c'est plutôt girly, mais moi, je fais tout avec ça. Ça fait sac à main, sac de ma vie pour voyager. L'avantage, c'est que c'est un format où il y a tout qui rentre dedans, ordinateur, machin, donc c'est parfait, je fais ça. Ouais. Bon, du coup, c'est sac à main. Après, je pense sac à dos, c'est mieux pour les mecs, mais voilà. Et même je pense qu'on parle du même manteau Uniqlo, là. Hmm. Je suis étonné le nombre de trucs que tu peux mettre là-dedans. Dans Même quoi? Dans dans le sac? non, dans la veste Uniqlo, tu sais, Ah, la mais ouais, doudoune. parce que t'as les poches à l'intérieur, donc tu peux Ouais, mettre l'appareil, enfin pas l'appareil photo, mais tu peux mettre ton téléphone, toutes tes ouais, cartes, ton portefeuille, mais grave, tu peux trop c'est stocker. ça. Moi j'ai remarqué qu'il y a mon parapluie qui rentre entièrement dans ma poche. Tu sais, genre Ouais, mon Kindle ou des trucs comme ça rentre dans les poches. ouais, c'est Je peux ça. partir vraiment chargé avec ça, quoi. Ouais, bah c'est ça, C'est- exactement. Tu fais au plus simple. Moi, de plus en plus maintenant, quand je suis en ville, des fois que j'ai pas besoin de mon sac à main parce qu'il y a toute ma vie dedans et que c'est stocké quelque part et j'ai pas envie de porter 10 kilos parce que là, j'ai vraiment quasiment 10 kilos de matos sur moi. En fait, je prends juste mon portefeuille dans une poche et puis ouais, bah c'est ça, tu dis une Kindle ou un truc dans l'autre poche et puis c'est bon. Et puis tu vas en ville et puis c'est cool. Bon, je sais que pour un mec, ça semble normal parce que vous avez tout dans votre portefeuille, dans votre jean, mais en tant que meuf, tu vois, c'est genre ouais! Ouais, ouais. Alors j'ai vu une résurgence de la mode de la banane pour les nomades. Je j'approuve pas du tout. Ouais, je Mais pense que, alors je sais pas quel âge t'as, mais quand tu es né dans les années 80 et que tu as eu ton enfance dans les années 90, ouais, le problème c'est que les trucs qui reviennent à la mode quand t'avais 8 ans ne sont plus négociables. ouais, ouais, c'est clair. Je fais partie de ces gens-là. Ouais, Donc la banane, non, non, c'est ouais, c'est moi non ça. plus, je valide pas. Moi, je viens d'avoir 27 ans, là, j'ai connu cette époque-là. T'as aussi eu Et- donc, et donc ça non. Mais tant mieux pour la vingtaine qui trouvent ça génial. Hein. Exact. Donc ouais, non. Non, puis c'est chiant la banane en plus, c'est pas très pratique pour t'asseoir et tout. Ah, il y en Mais a bon. qui les portent un peu en travers comme ça, là. Ah ouais, Le slogan marketing, c'est remplacer votre portefeuille, tu vois, truc accessible tout le temps. ouais. Et même les marques de sacs à dos nomades se mettent à en faire, tu vois. Ah ouais, d'accord. C'est peut-être pas la peine, on va se débrouiller. Ouais. Moi, je trouve que c'est plus simple, juste le sac, même un sac à dos, c'est déjà suffisant. Au pire, en plus, quand c'est dans des trucs un peu craignos, ce sac à dos, tu peux le mettre devant. Moi, je le faisais beaucoup quand j'étais en ville, tu vois, et que tu sais que t'as des choses un peu craignos, tu mets ton sac à dos devant et puis c'est bon. Ouais, exact. Ou cadenassé. Ouais. Ouais, j'ai des copines qui font ça dans les auberges, qui cadenassent aussi leur sac et tout. Moi, je le fais pas trop, je suis un peu cool, mais... Ouais, moi aussi, je fais ça aussi. Bah, j'essaie de prendre des sacs où les fermetures éclairs sont cadenassables, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, Ouais, exactement. Ouais, puis ouais. même là, il y a des trucs à savoir. Tu sais, je sais qu'en Amérique du Sud, il y avait une mise en garde à une époque quand j'habitais en Argentine, c'est qu'il y a des gens qui te jetaient de la peinture ou un truc sur ton sac. Donc du coup, tu Ouais. l'enlèves pour voir ce que c'est, et après, bah, ils courent et ils te l'arrachent, et c'est fini.
Ah mais non. Ouais. Bon, je sais qu'Amérique du Sud, alors il faut pas tout mettre dans le même panier, mais c'est vrai qu'il y a certains pays et certaines villes surtout où il faut vraiment être il faut vraiment faire gaffe. Donc je sais voilà pour les sacs et tout, normalement idéalement tu te balades pas trop avec des sacs, c'est mieux. Donc voilà. Ouais. Mais faut pas mettre tout dans le même panier. Donc certaines villes seulement. Après, pour l'Amérique du Sud, comme partout, c'est toujours l'histoire de pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Oui, c'est ça, exactement. En France aussi, hein, t'as des quartiers Exactement. de Paris, Lyon, Clairement. Marseille, là où moi j'irai pas la nuit comme ça. Oula, oui, clairement, j'habite dans le sud normalement et je confirme qu'à Marseille la nuit, tu te balades pas forcément partout. C'est ça. Et tu vois, Amérique du Sud, bon oui, il faut faut savoir où pas être, etc. Mais moi, j'ai failli me faire agresser à Buenos Aires parce que j'étais dans le mauvais quartier au moment. J'étais rentré le soir dans le quartier du train, c'était pas bon. Et le seul endroit où je me suis fait voler quelque chose, c'était à Santiago, Chili, qui est censée être la ville la plus safe d'Amérique du Sud. C'est un peu comme les États-Unis, mais en Amérique du Sud. Ah, c'est fou. Ouais. Dans le métro, tu vois, quelqu'un m'a pris mon portefeuille avec mon passeport. C'était toute une histoire aussi, là, mais. Ah ouais, d'accord, ouais. Je me suis fait voler qu'une fois, moi aussi, un sac à main, et c'était à Hanoï. Non, c'était non pas. Putain, je vais pas y arriver. À Ho Chi Minh. À Ho Chi Minh au Vietnam. Okay. Et j'avais un tout petit sac à main en Baudelaire. C'est la seule fois où je me suis fait voler. C'était des gars l'arracher sur un scooter. Et pareil, tu vois, bon, Vietnam c'est très safe aussi, mais il faut être au mauvais endroit au mauvais moment. Le mauvais sac qui s'arrache facilement. Les gars ils se sont dit vas-y go. Et ça. Ils ont arraché. Mais le premier truc que j'ai fait quand j'ai vu le sac partir, j'ai fait mon passeport est à l'hôtel. Et du coup j'étais là wouhou, tu sais, parce que en fait tu penses qu'à ça quand t'es voyageur, tu te dis les cartes ça se bloque, l'argent tant pis, mais ton passeport. Et en fait quand j'ai su que mon passeport était safe, j'étais là bon, j'étais un peu dégoûtée, mais j'étais là non c'est bon, le passeport est tout va bien. Donc voilà. Et donc, pour finir pour l'histoire du Vietnam, là j'ai des amis aussi, celui qui a le blog d'affiliate là dont on a parlé. Ouais. Eux ils sont partis au Vietnam en mode nomade, ils ont passé je pense un mois à remonter toute la côte en fait, je crois que du sud au nord. Oui. Et ils étaient en moto tous les deux, donc lui il conduisait et sa copine Elisabeth était derrière. Et ils m'ont raconté une histoire que en moto, quand ils roulaient, il y a des gens sur une moto à côté qui commençaient à essayer de prendre un truc dans leur sac, en roulant. Mais donc, non, en roulant. Ouais, en roulant. Le truc improbable. Le truc improbable, et ils sont un peu battus pour essayer de les dégager, qu'ils prennent pas leurs affaires. Il a accéléré et tout ça là. En moto quoi, oh c'est chaud. Ouais. Donc ouais. Bon. C'est assez marrant. C'est les anecdotes de voyage, ça. Hein. Sur le coup, ça saoule. Et puis après, une fois que c'est fait, t'es là, bon, ça fera des choses à raconter. Voilà, exact. Justement, sa chaîne, elle fait des interviews, moi, je suis passé, où il parle de trucs comme ça, des travel stories, comme son copain qui s'est fait pointer une mitraillette en Transnistrie, qui est un petit pays que personne connaît en Europe de l'Est. Qui est oui, mais c'est marrant, c'était la deuxième personne à m'en parler en une semaine. J'en avais jamais entendu parler avant. Ouais, donc ça, puis moi j'avais raconté aussi mes histoires en Argentine où il y avait des taux de change parallèles, etc. Enfin, donc des histoires sympas. Ah, la folie, quoi. Ouais. En fait, je pense qu'on a fait 1 heure sur Instagram. Hein. Là, sur Facebook, on a 59 minutes presque. Ah, ça doit être pour ça. Ouais. Mais il me demande, je vais peut-être pas te demander maintenant, parce que si on est en live Facebook, c'est un peu relou pour les gens, mais il me demande diffuser en direct, donc c'est bon, je ferai ça. Ouais, moi j'ai déjà fait ça. Ah écoute, je vais le faire aussi, comme ça c'est fait. Ok, super. Écoute, peut-être dernière question avant de se quitter. Comment est-ce que les gens peuvent te retrouver en ligne, en fait, ton blog, tes profils sociaux? Alors, du coup, j'ai donc le blog qui est nommé donc Vali Stories, donc c'est VALIZ STORIZ parce que j'aime bien les Z. Avec un mot sur le site aussi. De quoi? Avec plein de petits jeux de mots sur le site avec des Z. Oui, ouais, du coup, je suis partie là-dessus. Après, une fois que j'avais les Z, je suis bon, on va tout mettre avec des Z, c'est cool. Et sur tous les réseaux sociaux, du coup, on peut me retrouver sous le même nom, tout accroché, donc soit Facebook. Moi, je suis surtout sur Instagram, en fait. Je suis très Instagram, donc Vali Stories sur Instagram, du coup, voilà. Parfait. Écoute, merci beaucoup, Anastasia. C'est moi qui te remercie. Et puis, écoute, on fait ça quand tu veux. Je te tiens au courant de mes voyages là en Ukraine et puis. Ouais, je vais suivre ça avec plaisir. Ouais, parce que je suis très curieuse, c'est cool. Pareil pour toi. Belle continuation du coup. Ça marche. Salut tout le monde. Merci de nous avoir regardé.